Voilà un an, Israël vivait l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire, orchestrée par les islamistes du Hamas, qui allait provoquer les pires représailles israéliennes jamais subies par les Palestiniens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Mais que représente le Hamas, qui a favorisé sa montée en puissance dans les territoires palestiniens? L'Iran, le Qatar ou l'autorité palestinienne par ses propres insuffisances? Et quelle est la part de responsabilité de l'État hébreu dirigé par Benjamin Netanyahou? Telles sont les questions auxquelles tentait de répondre à l'instant ce documentaire Hamas, la fabrique d'un monstre, réalisé par Sophia Amara. Elle est désormais présente avec nous sur ce plateau, avec nos autres invités ici pour ce débat doc. Bienvenue à vous, Sophia Amara. Vous êtes journaliste, grand reporter, spécialiste du Proche-Orient, et on le sent dans ce documentaire, car vous avez réussi là une mini-prouesse, il faut bien le dire. On va en reparler avec nos autres invités. Frédéric Ancel, bienvenue. Vous êtes géopolitologue, spécialiste du Proche-Orient, enseignant à Sciences Po Paris. On vous doit, entre autres, l'Atlas géopolitique d'Israël, ouvrage disponible, bien entendu, aux éditions Autrement. Et puis enfin avec nous, Laetitia Bucaille. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur de sociologie politique à l'INALCO. Vous êtes une spécialiste, vous aussi, du conflit israélo-palestinien. Je me tourne tout de suite vers vous. Vous posiez un certain nombre de questions en tentant d'apporter les réponses, évidemment, dans ce film que nous venons de voir. Mais à la toute fin, finalement, vous laissez entendre que le Hamas est peut-être devenu le nouveau maître du jeu palestinien. Est-ce que j'ai bien compris le sens de la conclusion, finalement, de ce film que nous venons de voir, ou pas? Oui et non, parce qu'il est vrai que le Hamas, par l'acte qu'il a commis le 7 octobre, a replacé, pour beaucoup de Palestiniens, même pour ceux qui n'adhèrent pas à son idéologie, la question palestinienne au centre du débat. Au centre de l'intérêt de la communauté internationale qui avait, en tout cas pour eux, mis cette question un petit peu sous le tapis. Donc il y a eu, et dans tous les territoires où j'ai pu me rendre, même parmi des Palestiniens laïcs, de gauche, des chrétiens même, on les voit dans le doc, qui, même s'ils n'adhèrent pas du tout, et même s'ils ont été pendant longtemps en confrontation, je citerai notamment des journalistes qui ont fui la bande de Gaza lorsqu'elle est passée sous le contrôle de ce mouvement islamiste, mais qui finalement, comme la cause suprême, c'est finalement d'obtenir cette libération des territoires de 1967 qui ne vient toujours pas, 75 ans ou plus après la création de l'État d'Israël, que finalement, si le seul moyen, c'est cela, même si c'est condamnable pour eux, même si c'est sanglant, même si la riposte est terrible et disproportionnée, il faut le dire, eh bien que c'est peut-être le seul moyen de faire entendre la voix des Palestiniens. Malgré les 42 000 victimes, en tout cas dénombrées par le ministère de la Santé du Hamas, pour ce que vous en savez aujourd'hui, la population gazaoui soutient aujourd'hui le Hamas? Alors, au moment du tournage, c'était en novembre de l'année dernière, les chiffres n'avaient pas atteint cette dimension, bien sûr, mais on sentait bien au sein de la population palestinienne que ça allait être, je reprends leur terme, un carnage. Mais pour ceux qui sont en Cisjordanie et qui ne payaient pas encore directement le prix, avant que la Cisjordanie à son tour s'enfonce dans la violence ou soit gagnée par cette violence, pour eux, c'est un prix à payer. Ceux qui sont à Gaza, là, c'est plus difficile parce qu'ils sont directement sous les bombes. Et bien évidemment, je leur parle aujourd'hui encore, tous les jours, une fois tous les 2 jours, et je tâte le terrain, j'essaye de savoir comment réagissent les journalistes, les gens que je connais, des gens qui connaissent la France, qui sont francophones ou pas d'ailleurs. Et évidemment, il y a parmi cette population des gens qui dénoncent ce que le Hamas... Cette population de Gaza, certains disent aujourd'hui, beaucoup disent d'ailleurs que ça serait une forme de bouclier humain qu'utiliserait le Hamas aujourd'hui. Bouclier humain, le terme est un peu fort. C'est vrai que le Hamas est partout. Je veux dire, le Hamas, ça n'est pas un ovni ou des martiens ou les djihadistes qui sont rentrés au Bataclan. Le Hamas fait partie de la population. Il y a des femmes de djihadistes, il y a des enfants de djihadistes, et encore le terme djihadiste n'est pas approprié. Ce sont des membres de ce mouvement, comme on peut les voir dans d'autres pays. Mais effectivement, il y a cette donnée, et ça peut parfois être la cause d'un bombardement. Mais ça n'est pas du tout la majorité des cas.
Vous aussi, vous vous dites, mais finalement le Hamas est monté en puissance, a gagné dans la population palestinienne, serait peut-être devenu le porte-drapeau du nationalisme palestinien aujourd'hui? Il est provisoirement remonté en puissance. Ce qui a été dit est absolument juste. Pendant de nombreuses années, la question palestinienne a été ravalée, le dossier israélo-palestinien a été ravalé au rang de simple contentieux. Et on n'en parlait pratiquement plus. Ça me rappelle un petit peu les conditions du début de la première intifada de 87. La Ligue arabe s'était réunie à Amman et pour la première fois depuis 48, la question palestinienne n'était même pas à l'ordre du jour. Bon. Et donc ça a été l'une des variables explicatives à l'époque du déclenchement de cette première intifada parce que exaspération, on ne parle plus de nous, c'est un véritable scandale. Et de ce point de vue-là, le Hamas, effectivement, a marqué un point, je dis bien provisoirement. La deuxième question, ce qui m'apparaît comme très fondamental, c'est ce vide absolu sur le plan médiatique et diplomatique autour de l'éléphant dans la pièce, comme on dit, c'est une expression à la mode en ce moment, c'est l'autorité palestinienne. C'est-à-dire qu'il y a une entité palestinienne qui est la seule reconnue internationalement, qui est signataire par définition des accords d'Oslo, enfin qui est née de la signature des accords d'Oslo en 93, il y a 30 ans, qui par définition reconnaît Israël, qui est dirigé par quelqu'un dont on pense qu'on veut, mais enfin globalement il est plutôt modéré, c'est Mahmoud Abbas. Et la solution à deux États. Hein. Il accepte la solution à deux États. Le problème, c'est que l'autorité palestinienne est si faible, si peu admirée ou appréciée par les Palestiniens, et pour cause, elle ne fait pas grand-chose. Elle gère à peu près correctement les villes autonomes qui sont sous sa responsabilité, les 8 principales villes de Cisjordanie, c'est la zone A depuis les accords d'Oslo. Que les Palestiniens, beaucoup de Palestiniens, sont effectivement, sans nécessairement, et je rejoins aussi ce qui a été dit, favorables aux pratiques du Hamas et à sa scénographie religieuse. C'est quand même un mouvement islamiste et qui s'assume comme tel et qui s'est... On l'a très bien compris. Absolument, et qui s'est constitué comme tel. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de politique, mais c'est quand même un mouvement qui reste à l'origine de nature religieuse. Donc les Palestiniens se retrouvent en réalité orphelins d'un leadership politique, puisque Mahmoud Abbas, franchement, ne fait rien. Enfin, il propose rien, il ne contre-propose rien. Même lorsque Trump propose il y a quelques années son deal du siècle qui était ni fait ni à faire, il dit non, il a raison, sauf qu'il ne contre-propose pratiquement rien du tout. Et de ce point de vue-là, ce vide politique, ce vide de leadership, il a été effectivement comblé, je le répète, provisoirement par le Hamas. J'emploie cet adverbe et c'est mon dernier mot, parce que la nature du coup porté le 7 octobre, qui n'est donc pas qu'une nature militaire, mais qui est une nature également pogromiste, c'est comme ça que les Israéliens le voient, le disent, le montrent, et d'ailleurs monsieur Karim Khan en droit international considère que le Hamas est responsable aussi, autant que le gouvernement israélien, de crimes contre l'humanité, y compris sa branche politique. C'est pour ça donc que provisoirement, il est effectivement aujourd'hui auréolé en quelque sorte d'une certaine gloire auprès de bon nombre de Palestiniens. Réolé d'une certaine gloire, à vos yeux également, auprès des Palestiniens? Le Hamas est sur le devant de la scène. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs avec ces attentats du 7 octobre? C'est-à-dire qu'il y a un double agenda pour le Hamas. Il y a à la fois un enjeu interne, c'est-à-dire s'imposer au sein de l'espace politique palestinien comme le mouvement le plus important et donc dépasser, rivaliser et parvenir à dépasser l'OLP et le Fatah. Donc ça, c'est un enjeu interne qui est là depuis longtemps, en fait, et qui s'est cristallisé au moment de la mise en place de l'autonomie palestinienne, où là, le Fatah, dirigé par Yasser Arafat, l'autorité palestinienne dirigée par Yasser Arafat, s'est retrouvé à contrôler le Hamas et à mettre un certain nombre de ses cadres et de ses militants en prison pour les empêcher de perpétrer des attentats suicides contre Israël. Donc à partir de ce moment-là, on est sorti d'une époque où les Palestiniens luttaient ensemble contre Israël, la première intifada, une période où ils ont été en opposition et où l'autorité palestinienne se retrouvait, du point de vue du Hamas, à servir les intérêts sécuritaires d'Israël. Donc là, il y a eu la polarisation palestinienne a commencé. Et donc le Hamas s'est positionné en rival, a défié à plusieurs reprises l'autorité palestinienne.
Mais sur le rapport de force qui l'oppose au Fatah aujourd'hui... Alors, il y a eu un événement très très important. Le Hamas a marqué des points, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il y a eu un événement très très important qui est en fait 2007. C'est-à-dire que là, à la suite de la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes, le Fatah ne veut pas de gouvernement d'union nationale, le Hamas essaye de former un gouvernement, l'autorité palestinienne n'en veut pas, la communauté internationale n'en veut pas, et donc il y a défis réciproques, et finalement c'est les islamistes du Hamas qui remportent et qui chassent le Fatah de la bande de Gaza, et qui donc gouverne Gaza. D'ailleurs, il n'y a jamais eu plus d'élections législatives du côté des territoires palestiniens depuis 2006. Non, tout à fait. Mais donc, de là, on a une polarisation politique et géographique énorme, hein, et donc vraiment un divorce très net qui s'opère entre le Fatah et le Hamas à partir de 2007. Et là, les Palestiniens n'ont jamais été autant divisés et du coup affaiblis, avec une autorité palestinienne qui effectivement n'a pas de voix, hein, avec Mahmoud Abbas qui n'est pas écouté, lui-même effectivement n'ayant pas forcément d'idées pour relancer les choses. Et de l'autre côté, le Hamas, traité comme un paria par la communauté internationale, en tout cas du côté occidental, et qui s'est imposé pendant toutes ces années, qui a construit cette stratégie, ou certains leaders ont construit cette stratégie qui aboutit au 7 octobre. Nous en sommes au 6e conflit entre Israël et le Hamas, 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, 5 conflits entre Israël et le Hamas. En 2014, Israël estime avoir détruit l'essentiel de la capacité militaire du mouvement islamiste. 10 ans après, on en est là. On a vraiment envie de comprendre comment le Hamas arrive tel un phénix, à renaître. Et lorsqu'il renaît, semble-t-il, plus fort et capable de procéder à des opérations comme celle du 7 octobre 2023. Qui muscle le Hamas? Qui l'a fait monter en puissance? Comment est-ce qu'on peut en arriver à une telle situation? D'abord, le Hamas est chez lui. Ouais. C'est toujours un facteur... qui pèse dans un conflit. Attendez, on parle d'une prison à ciel ouvert lorsqu'on parle de Gaza. On a l'impression que rien n'y rentre, que tout est contrôlé. Elle n'est pas imperméable. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Elle n'est pas imperméable. Ouais. Elle n'est pas imperméable. Ensuite, le Hamas a atteint une certaine forme d'autonomie en matière de construction, de production de missiles, de roquettes, même s'ils ne sont pas précis, même s'ils ne sont pas de longue portée. Au niveau interne. Ensuite, la bande de Gaza n'est pas complètement imperméable, deuxièmement. Et ensuite, l'Iran, derrière, fournit un maximum d'armes au djihad islamique d'abord, parce que le djihad islamique est plus proche de Téhéran que ne l'est le Hamas, mais donc il a réussi à avoir cette capacité. Et puis quand vous êtes sur votre territoire et que vous êtes convaincu d'avoir une cause et que vous n'avez plus que ça, eh bien c'est la force du désespoir, pour ainsi dire, c'est l'arme du pauvre. Et Netanyahou et avant lui les gouvernements israéliens, certains l'ont compris, dont des retraités de la sécurité israélienne que nous avons pu rencontrer dans le film, qui nous disent la solution ne sera jamais sécuritaire, jamais, parce que plus on coupe l'herbe sous les pieds, plus elle grandit, plus elle pousse. Donc ça n'est pas possible. Enfin, tout ça se fait tout de même à la barbe des Israéliens, semble-t-il, à la barbe des Américains, hein, qui en matière de renseignement, Mossad plus service de renseignement américain, malgré tout, on en arrive à ce genre de situation. C'est vrai qu'il y a une forme d'incompréhension là. Et surtout d'incompétence. De la part et de cynisme de la part du gouvernement israélien. Je veux dire par là que le 7 octobre, les Israéliens sont beaucoup plus mauvais que le Hamas n'est bon. Bien sûr qu'il a réussi un coup assez spectaculaire, mais il faut bien comprendre que Netanyahou a considéré que le Hamas était une bande de gueux, c'était des imbéciles, des gens qui allaient s'enrichir grâce au Qatar. Israël a contribué très largement, enfin le gouvernement Netanyahou, qui est au pouvoir, vous l'avez rappelé d'ailleurs depuis 2009, Netanyahou, et encore, il était déjà au pouvoir de 96 à la fin des années 90. Mais bon, voilà, oui. Mais n'en parlons pas. Mais depuis 2009, il était quasi sans discontinuer au pouvoir. Oui. Et Netanyahou, c'est quelqu'un qui, contrairement aux apparences, c'est un faux paradoxe, ne veut pas faire la guerre. Il n'aime pas la guerre. Lui, son truc, c'est le statu quo. Et le statu quo, y compris avec un Hamas,
relativement fort, mais confiné dans la bande de Gaza, qui va s'enrichir grâce à l'argent du Qatar, qui en réalité, de temps en temps, fera une guerre et face auquel on pourra répliquer. Mais l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Donc on maintient un équilibre entre le Hamas et l'autorité palestinienne en disant au monde entier et à l'opinion publique israélienne, je parle toujours de Netanyahou, enfin écoutez, on ne peut pas discuter avec ces gens-là, regardez comme ils sont fanatiques. Certes, le Hamas est fanatique. Le problème, c'est que cet équilibre me semble-t-il, très cynique et à courte vue qu'a joué Netanyahou, l'a poussé à ne pas... Vous avez évoqué il y a un instant à juste titre le Mossad, mais vous savez, les services de renseignement, il faut leur donner des moyens, des missions, bien évidemment, et des hommes. Si Netanyahou considérait qu'il n'était plus besoin, notamment grâce à cette barrière prétendument infranchissable, qu'il n'était plus besoin de surveiller un Hamas qui de toute façon allait s'embourgeoiser grâce à l'argent du Qatar et qu'il fallait faire autre chose, par exemple défendre les implantations, par définition vous devenez beaucoup plus faible. Et ce qui s'est produit sur le plan technique, tactique, militaire le 7 octobre paraît aberrant mais ne l'est pas. Autant si on tient compte de ces années précédentes où Netanyahou a littéralement mésestimé la capacité et surtout la détermination et la cruauté du Hamas. À propos de la responsabilité qui serait portée par l'État hébreu, on va voir un extrait de votre film. C'est sur cette stratégie du diviser pour mieux régner. Netanyahou est arrivé avec un nouveau concept. Pour gérer le conflit, nous devons nous assurer que la société palestinienne reste divisée. Il est donc dans notre intérêt que le Hamas dirige Gaza, tandis que l'autorité palestinienne, c'est-à-dire le Fatah, contrôle la Cisjordanie. De cette manière, leur commandement n'est pas unifié. Et sans interlocuteur palestinien, pas de négociation. Mais pour ça, il faut faire en sorte que le Hamas ne s'effondre pas. C'est un ancien responsable du Shin Bet qui s'exprime dans ce film. C'est l'échec de cette stratégie mise en place du diviser les Palestiniens pour mieux régner et empêcher cette fameuse solution à deux États. C'est vrai que ce calcul a fonctionné pendant quelques années, puisque effectivement, les Palestiniens étaient absolument inaudibles, divisés, complètement affaiblis, et effectivement, leur voix ne portait pas. Donc ce calcul a fonctionné pendant quelques années. Cela dit, l'illusion, qui n'est pas totale du côté israélien, parce que quand ils faisaient ces guerres, vous mentionnez le fait qu'il y a eu un certain nombre de guerres, de conflits armés entre le Hamas et Israël. Oui, si, c'est avec celui auquel on assiste aujourd'hui. Donc, ce que l'establishment militaire israélien disait, estimait qu'il coupait le gazon. C'est-à-dire, c'est cette formule pour dire qu'il se débarrasse d'une génération de combattants du Hamas ou du djihad islamique qui vont donc laisser tranquille pendant quelque temps Israël. Mais, comme chacun le sait, le gazon repousse. Donc il y avait quand même cette conscience-là du fait que c'est pas avec une guerre, un conflit armé, des bombardements, etc., aussi meurtriers soient-ils, même si les cibles sont atteintes, qu'on va se débarrasser du Hamas et de ses élans belliqueux contre Israël. Pourtant, absolument pas. Benjamin Netanyahou, l'éradication du Hamas à travers l'opération en cours. Il y a une illusion effectivement en Israël qui dure depuis très très longtemps, qui mise sur les solutions sécuritaires plutôt que politiques, et c'est absolument pas nouveau, et qui mise aussi effectivement sur la technologie. La technologie qui permettrait une surveillance extrêmement serrée des Palestiniens. Et c'est vrai que, dans une certaine mesure, c'est le cas, puisque les Israéliens parviennent à savoir où sont les individus, etc. Mais ce qui a changé ces dernières années dans la bande de Gaza, c'est qu'il y a eu un nouveau leadership qui a compris quand même ce qu'était cette surveillance et qui a inventer des nouveaux moyens pour échapper à cette surveillance, notamment avec les tunnels, pour se mettre à l'abri des drones, de la surveillance visuelle du ciel d'Israël, et qui a aussi utilisé d'autres moyens de communication pour échapper à la surveillance israélienne. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, sur plusieurs petits points, et je vais rebondir très rapidement. La stratégie de Netanyahou, elle a un nom, ça s'appelle le cash for calm. Donc pendant plusieurs années, il a fait rentrer. Donc ce n'est pas un manquement du Mossad. Le Mossad
savait. C'est le Mossad. Le cash. Il vient du Qatar. Qatari le lien entre Hamas et Qatar, c'est les frères musulmans. C'est les frères musulmans et c'est l'islam wahhabite d'une certaine manière pour les Qataris et les frères musulmans palestiniens qui ont grandi pendant des années de errance des Palestiniens. Le Gaza, c'est 80% de réfugiés qui sont restés là-bas depuis 1948. Donc cash and calm, vous disiez. Cash for calm. Je donne le cash des Qataris au Hamas. Et donc ça a été la stratégie. Mais cette stratégie, elle ne date pas de Netanyahou. Et d'ailleurs, mon personnage du Shin Bet le dit, et je l'ai constaté dès visu, moi en 1994, en entrant à Gaza, suite aux accords d'Oslo, dans la voiture, dans le convoi de Yasser Arafat, et qui tout de suite a été accueilli par des Palestiniens du terrain, et qui lui a dit, écoutez, d'abord votre accord de paix ne vaut rien, il n'est pas applicable, on ne pourra pas l'appliquer, sachez-le. 1, 2, on a dans les pattes ce mouvement du Hamas qui commence à grandir, il y en a marre, c'est un instrument d'Israël. Et d'ailleurs, mon personnage israélien dit, ça a été notre pari depuis les années 80. Donc il faut être très clair là-dessus et ne pas le mettre simplement sur le dos de Netanyahou, qui certes depuis 2019 disait, si on veut empêcher la création d'un État palestinien, il faut se baser ou tabler sur le Hamas. Déjà. Deuxièmement, il n'y a pas eu de manquement sécuritaire, c'est faux. Les Israéliens savaient qu'il y avait de l'argent qui rentrait. Ils ont pensé qu'ils pouvaient acheter une population qui a une revendication politique et que ça, rien ne pourra le remplacer. Valérie Kürcel disait il y a une recherche d'embourgeoisement. Oui, non. Et donc voilà. Après, si des gens ont mis de l'argent de côté, ça, et qui ont été corrompus, c'est possible. Mais en tout cas, ça a financé cette guerre. Ensuite, moi, j'ai traqué depuis 2021 sur Telegram, sur les groupes du Hamas et Kataib Azedine al-Qassam, qui sont les brigades d'Al-Qassam, le bras armé du Hamas, qui publiaient les entraînements à l'identique de ce qu'il a fait le 7 octobre. Donc, même si on est un tant soit peu habitué des réseaux sociaux, on le savait. On le savait pertinemment. Et d'ailleurs, ce qui m'avait attiré l'attention, c'est qu'à la guerre d'avant celle-ci, le djihad islamique était entré en guerre contre Israël tout seul. On le savait. Et le Hamas était en fait l'arbitre. Alors on le savait. C'est bizarre, il prépare un sale coup. Allez au bout de votre raisonnement. On le savait donc. Donc tout le monde le savait. Non, mais ils n'y ont pas cru. Ils ont péché par arrogance. Ou par suprémacité. Voilà. Et ensuite, ils ont abandonné les populations israéliennes qui sont aux abords de Gaza, qui sont de gauche, qui sont des gens de la paix, pour aller protéger les colons des territoires. Et là, je rebondis sur ce que vous avez dit. Et là, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous dites. Mahmoud Abbas est certes à la tête d'une autorité décriée, corrompue pour certains, mais finalement, il est pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau des Israéliens, et j'ai pu filmer, je ne les ai pas utilisés dans le film, des effigies de Mahmoud Abbas avec le bandeau du Hamas sur la tête. Donc les Israéliens ne veulent pas entendre de lui, le taxant d'être pro-Hamas. Les gens du Hamas ne l'aiment pas, mais pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est pas un enjeu pour... Non, je veux dire... Pour le Hamas, faire ce qu'il a fait, où il n'attend plus rien, il est à la tête de Gaza depuis 2007. Son enjeu à lui, s'il est entré en guerre et s'il a commis tout ce qu'il a commis, ça n'est pas, à mon avis, à aucun moment, par une volonté interne de s'imposer. Lui, dès 2021, il y a eu toutes ces opérations à Jérusalem qui ont mis le feu aux poudres, notamment le Sheikh Jarrah, la colonisation de Jérusalem, et d'ailleurs l'opération s'appelle Toufan al-Aqsa, c'est le déluge de l'Aqsa, c'est Jérusalem. Cette lutte-là, elle s'est faite au nom de Jérusalem et non pas pour des intérêts politiques. Le Hamas est seul maître à bord à Gaza. Bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, on peut à la fois défendre ses intérêts en tant que mouvement politique et défendre une cause. Oui, mais ils ne sont pas ennemis jurés, ça reste des Palestiniens. Le Hamas il y a un vrai tournant quand même en 2007 parce qu'il y a une mini-guerre civile à Gaza. Ça fait 20 ans, presque. Ça fait 17 ans. Non, il y a une mini-guerre civile, oui, mais les fractures sont très durables. Croyez-moi, au territoire palestinien, aujourd'hui, elles ont été largement les fractures sont très apaisées. Alors, les fractures sont très durables. À la fois à Gaza, les gens du Fatah sont partis, et en Cisjordanie, où l'autorité palestinienne contrôle plus ou moins la situation, ce qu'Israël a dit, c'est qu'à partir du moment où il y a eu 2007 et où il y a eu cette scission entre le Fatah et le Hamas et Gaza et Cisjordanie, c'est l'autorité palestinienne qui est devenue demandeur
de coopération sécuritaire contre le Hamas. Donc là, je peux vous dire que quand même Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, est devenue complètement obsédée par le fait de pourchasser les islamistes et ne l'ont plus fait seulement à la demande d'Israël, mais y compris aussi de leur propre initiative. Donc la fracture est quand même très très forte. Alors effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec cette initiative terrible du Hamas du 7 octobre, effectivement, là, il y a un engouement des Palestiniens, c'est ce qu'on a dit au début, parce que le Hamas remet au centre du jeu de la communauté internationale la cause palestinienne, et que ça, c'est irremplaçable, en fait. Évidemment, comment faire taire les armes? Vous posez cette question et vous mettez en avant dans votre film Marwan Barghouti. On va revoir cet extrait. Un homme pourrait peut-être faire taire les armes. Marwan Barghouti, détenu en Israël pour terrorisme depuis 2002. Du fond de sa cellule, il a réussi un exploit: faire admettre à tous les courants de la résistance la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Marwan Barghouti, un certain nombre de téléspectateurs ne connaissaient peut-être pas ce personnage. Lui pourrait faire taire les armes, évidemment, à croire vos propos dans votre film. D'accord avec ça? Ça fait partie des solutions imaginables. Un Mandela palestinien qui pourrait... Sur Mandela, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est le plus populaire. Je crois pouvoir l'affirmer. La personnalité politique la plus populaire chez les Palestiniens. Il est, alors, entre guillemets, islamiste compatible. C'est-à-dire, lui, il n'a jamais été au Hamas, jamais. Mais il est, on va dire qu'il est conservateur. Il ne fait pas partie de l'une des vieilles branches marxisantes de l'OLP de naguère. Bon, de ce point de vue-là, et puis il est en prison depuis très longtemps. Donc ça, évidemment, ça renforce sa légitimité aux yeux des Palestiniens. Maintenant, il y aurait, d'abord, pour qu'il sorte, il faut qu'il y ait un accord politique. Et un accord politique avec l'actuelle coalition en Israël, c'est même pas imaginable. Et avec le Hamas, encore d'une façon au pouvoir dans la bande de Gaza, c'est pas imaginable non plus. Donc moi, je suis de ceux qui sont relativement optimistes, à la condition que soient conjugués trois facteurs. Je le dis très rapidement. La destruction militaire du Hamas, ça ne voudra pas dire qu'il sera détruit politiquement. Mais au Moyen-Orient, si vous perdez votre capacité militaire ou d'action militaire, assez mécaniquement, vous perdez une partie, en tout cas au moins, de votre capacité politique. Et sans doute d'ailleurs au profit plus tard d'une nouvelle autorité palestinienne qui serait soutenue par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, puisqu'évidemment ces États détestent les frères musulmans et donc ne soutiennent pas le Hamas. Bon, ça c'est une première condition. Je pense qu'on y va. Le Hamas va perdre militairement la guerre. La deuxième condition, donc, c'est la chute de l'actuelle coalition au pouvoir en Israël. Toutes les enquêtes d'opinion, y compris depuis ces dernières semaines avec les succès militaires, je ne parle que de la dimension militaire, contre le Hezbollah, en dépit de cela, Netanyahou est dans les sondages perdant, dans tous les cas de figure. Vous pouvez nous rappeler quand sont prévues les prochaines échéances électorales? Dans plus de 2 ans, c'est long. Hein. Plus de 2 ans, parce que le dernier scrutin a eu lieu le 1er novembre 2022 et que les mandatures de la Knesset durent 4 ans. Mais il peut très bien tomber auparavant si 5 députés sur la coalition qui rencontre 64 devaient quitter. C'est déjà vu depuis longtemps, à maintes reprises, depuis 1949 et l'établissement de la première Knesset. De toute façon, ce gouvernement, à mon avis, il est en sursis. 2, et enfin 3, s'il devait y avoir pression américaine, alors certainement pas avec Trump, ça fait déjà une 3e condition, c'est beaucoup, mais ce n'est pas de la pensée magique, c'est quand même possible que Kamala Harris l'emporte au moment où l'on parle, avec un soutien européen et arabe, alors arabe modéré sur cette question, en faveur donc de l'autorité palestinienne et de son retour dans la bande de Gaza et de la reconstruction de Gaza. À toutes ces conditions, je pense qu'il est tout à fait possible de retourner, non pas à Oslo, mais à un processus de paix qui verrait à terme la perspective de la solution des 2 États, qui, à mon avis, est absolument la seule plausible. Et de ce point de vue-là, et je réponds enfin à votre question, mais d'un mot, oui, Barghouti serait à ce moment-là, mais vous voyez, ça intervient au milieu ou à la fin d'un processus, c'est pas du court terme, il pourrait là, oui, constituer effectivement le leader qu'attendent les Palestiniens et qui serait, entre guillemets, Israël compatible. Et je voulais savoir si, pour bien comprendre, le Hamas peut faire un tant soit peu partie, imaginons qu'il continue à monter en puissance du côté palestinien,
en termes de représentativité. Est-ce que le Hamas peut, un jour ou l'autre, faire partie des négociations qui pourraient nous ramener finalement à Oslo et repartir sur ce processus, une solution à 2 États? Sous sa forme actuelle, il ne serait pas accepté en tant que protagoniste des négociations. Il faudrait, ça s'est déjà vu dans la politique, que ce soit avec des partis nationalistes, extrémistes qui ont manié le terrorisme, ou des partis islamistes, qu'il y ait une espèce d'extraction politique, de vitrine politique qui soit plus acceptable. En tout cas, c'est vrai que les Palestiniens sortiraient renforcés s'ils arrivaient à bâtir une unité entre eux et qu'il n'y ait pas cette scission d'un côté avec... parce que... Et avec une unité sur le projet. Cela dit, l'optimisme est bien sûr bienvenu, on en a besoin, mais en même temps, le problème de la solution à 2 États aujourd'hui, c'est qu'elle devient quand même elle est devenue de moins en moins possible au fur et à mesure que les colonies ont progressé. Il y a quand même 500 000 colons israéliens en Cisjordanie qui font de la Cisjordanie. D'ailleurs, on va voir une carte pour illustrer ce que vous dites là à l'instant. Qui font de la Cisjordanie un véritable gruyère. Et on sait qu'en 2005, les colons de Gaza ont été évacués par Israël, mais ils étaient 5 000, d'accord? Là, ils sont 500 000. Et ce sont des colons qui, très souvent, sont des... Alors, il y a des gens qui sont là pour des raisons économiques, mais il y a quand même beaucoup de colons qui sont des ultranationalistes, des ultra-religieux. Et puis, il y a un véritable projet en Israël qui est le grand Israël, qui est de ne pas se contenter des frontières de 67, mais bien d'annexer ce qu'eux appellent la Judée-Samarie et ce qui est la Cisjordanie pour les Palestiniens. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui en Israël, évidemment, le 7 octobre n'est pas là pour adoucir l'opinion publique israélienne. C'est quand même aussi une grande difficulté à imaginer les conditions de la paix, les conditions d'un échange des territoires. Ça sera le mot de la fin. Est-ce que demain, le Hamas peut accepter la solution à 2 États ? Est-ce qu'ils peuvent faire ce pas en avant? Ou alors on n'est pas du tout sur ce schéma et c'est vraiment l'éradication de l'État israélien qui reste l'objectif majeur du Hamas aujourd'hui? Il l'a déjà fait par 2 fois. 2 fois. Il l'a fait en 2007, dans le document d'entente évoqué dans le film par la femme de Marwan Barouti, qui n'est pas conservateur, il est vraiment libéral pour la plupart des Palestiniens. Sa femme se promène, il est laïque, il n'est pas conservateur. Non, à mon avis, ça a déjà été fait. Il l'a fait en 2007, c'est un document, ça s'appelle le document des prisonniers palestiniens et qui regroupe toutes les tendances, que ce soit les laïcs, la gauche, les islamistes, etc. Il l'a redit au début de l'affrontement entre les 2 parties vers le 10 ou 15 octobre de l'année dernière, en disant dans un discours, l'archive existe, pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent contre nous? On a été obligé de se battre parce que vous êtes en train de grignoter les territoires, personne ne fait rien. Jérusalem est en train de sombrer sous l'emprise des Israéliens, contrairement aux lois de la communauté internationale, et donc par conséquent, nous voulions avoir les territoires de 67. Donc il l'a fait par 2 fois. Après, il a fait ce qu'il a fait, mais bon, c'est comme ça. Moi, je pense que la condition pour que la paix se fasse, ce n'est pas une question de personne. Trump, Netanyahou, Mahmoud Abbas, qui, cela dit, on lui reproche d'être trop faible. Oui, il a beaucoup de défauts, Mahmoud Abbas, mais il y a un accord de paix qui existe, il n'a pas été appliqué. Donc, finalement, il a normalement des territoires qui devraient être rendus aux Palestiniens, sauf que l'armée, il fait ce qu'elle veut. Et les colons, aujourd'hui, sont à 600 000, et pour avoir été sur place, les colons font la loi. Même l'armée israélienne a peur des colons israéliens. Donc, c'est bien beau. Et des Palestiniens m'ont dit qu'ils vivent à l'étranger, qui reviennent sous les oliviers tous les ans pour cultiver les oliviers. Et je conclurai par ça, on ne croit plus aux 2 États. Ça, c'est pas possible. Il faut faire un État où tout le monde a les mêmes droits et qu'on retire la religion, parce que cet État qui serait un État juif, ça ne marche pas. On va tous vivre ensemble comme on a vécu en 1948. Sinon, c'est une peau de léopard. C'est plus qu'un gruyère, c'est la vie en tout cas des Palestiniens et c'est ingérable. Il y a trop de colons aujourd'hui, ils étaient 100 000, ils sont 600 000. Bon, c'est la fin de cette émission. Un grand merci vraiment à tous les 3 d'avoir participé donc à cette émission après votre formidable documentaire Hamas, la fabrique d'un monstre qu'on a vu à l'occasion de ce débat doc. Vos réactions, j'imagine qu'elles risquent d'être assez nombreuses sur #débatdoc. Nos invités seront peut-être aussi là pour réagir à ce que sont ces réactions sur cette adresse. Merci à
Félicité Gavalda, Victoria Bellé, qui m'ont aidé comme à l'accoutumée à présenter cette émission. Et je vous donne rendez-vous tout simplement pour un prochain Débat Doc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.